franchement, on voulait rien devoir à personne. Et comme personne nous a rien donné, on a réussi. Le TTO est né parce qu'on habitait dans le même immeuble. Oui. Alors, mais pas tous les trois, moi avec Nathalie et Sylvie au-dessus. Mais pour être précis, en dessous. Mais absolument. Absolument. Ah, bon. Mais pour être précis, Sylvie quittait son travail à la Petrofina et elle avait envie de travailler dans un secteur plus culturel. Pour être précis, j'étais encore chez Petrofina, mais je n'en pouvais plus. Et Nathalie était à la Ligue d'Impro, elle passait ses journées à faire la cafetière ou je ne sais plus quoi. Et moi, je passais la journée à être dans du pétrole. Oui, et donc je voulais absolument avoir... Pour être précis, et puis, ça ne s'est pas du tout passé. Attends. Et ça, c'est quand même la base. On fait un truc qui s'appelle Cuba à la Samaritaine. Et donc, où il y avait Nathalie, Laurence Bibot et Soda. Et donc, ce qui s'est passé, ce qui nous a vraiment donné envie, c'était Cuba, en fait. Pourquoi ? Parce que ça avait super bien marché et on avait joué longtemps. Personne jouait longtemps à l'époque. Et puis, on l'a repris l'année d'après et on a vraiment joué longtemps. Et là, on s'est dit tous les trois, donc on habitait le même immeuble, je passe sur les détails, et non, de câbles de télédistribution. Et puis on rencontre un gars qui s'appelle Éric Vautier, et ça c'est important de citer son nom. Éric Vautier, c'est un cinéphile et c'est un passionné de cinéma, c'est quelqu'un qui dans les années 80 avait vraiment joué un rôle important dans la scène cinéma belge. Et en allant le trouver, il nous dit, mais vous savez, dans la galerie à Toison d'Or, il y a le cinéma Clichy. Et comme il savait que mes parents avaient un magasin dans la galerie de la Toison d'Or, on a été trouver le gérant. Voilà. Et c'est là que c'est devenu concret. Et c'est parti. Et là, à ce moment-là, on est en... 94. Ouais, 94. Et parce qu'on a mis nos économies, on a mis nos petits sous, et on n'est pas assez, quoi. Il faut dire qu'on a eu une très grande aide des galeries. Ils ont juste demandé une chose, c'est qu'on appelle ça le théâtre de la Toison d'Or. On a dit qu'à cela ne tienne. Oui, on était d'accord. Pam. Nathalie Hüfner, directrice du théâtre de la Toison d'Or, nous présente les aventures du docteur Martin. Pourquoi j'ai voulu les aventures du docteur Martin ? Mais écoutez, c'était l'occasion pour moi de donner un petit coup de pouce à un jeune auteur belge, Marc Moulin, aider une comédienne qui débute, Laurence Bibot. Mais on ne savait vraiment pas où on allait. Non. Enfin, en termes de succès. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous, Albert travaillait beaucoup à Prague. Moi, j'avais un boulot. Et donc, Nathalie était toute seule. On se disait que ça allait être comme à la Samaritaine, c'est-à-dire Nathalie à la caisse, Nathalie au bar, Nathalie à la programmation, Nathalie aux réservations. Et comme la salle est grande et que tout de suite ça a bien marché, Nathalie ne pouvait plus être toute seule. Ouais. Alors, au départ, on avait un truc, pour le plus âgé, ça s'appelle un répondeur automatique. Oui. Donc c'est une grosse boîte, et donc les gens appelaient et on prenait les messages pour réserver. Avec un agenda papier. Avec un agenda papier. Il n'y avait pas d'ordi. Mais non, il n'y avait pas d'ordi, il n'y avait pas de mail. Non, il n'y avait pas de mail, mais il y avait déjà des ordis. Mais il n'y avait pas de ticket à la caisse, les tickets étaient faits à la main. Oui. Franchement, pourquoi ? Parce qu'on pouvait compter que sur nous-mêmes. Si on perdait de l'argent, on fermait. Voilà, on n'avait pas l'État, on a mis 10 ans avant d'avoir des subsides, ça il faut quand même bien le comprendre. On savait qu'il fallait se débrouiller. Il fallait se débrouiller, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Engager 6 comédiens, faire un décor, répéter pendant 1 mois et jouer... Et jouer 2 semaines. Voilà, parce que c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Et jouer 2 semaines, c'est construire une machine à perdre de l'argent. Donc voilà, on s'est dit des longues séries, moins de spectacles, des longues séries. Le bouche-à-oreille on contrôle le nombre de gens, etc. On a une ligne claire qui était la comédie. La comédie, personne ne voulait en faire. Maintenant, beaucoup en font, mais à l'époque, croyez bien qu'on était les premiers à le faire. Et puis, on a communiqué, et ça c'est vraiment Sylvie et Nathalie, on a aussi voulu communiquer d'une manière... Plus publicitaire. Oui, publicitaire, exactement. Nathalie Hüfner nous présente Les Enfants de la Balle. Pourquoi j'ai voulu Les Enfants de la Balle ? Mais parce que c'est l'histoire d'une génération. La vôtre, la leur, la mienne, enfin, la mienne. Je suis un peu trop jeune pour avoir connu tout ça. Ça ne m'empêche pas d'aimer les histoires d'amitié. On ne se voit pas comme une institution. On ne voit pas l'âge qu'on a, on ne voit pas tout ça. Pour nous, vous savez pourquoi ? C'est une des raisons, c'est qu'on est toujours aussi fragile. Absolument. Et donc, du coup, quand on est fragile, on se sent respirer. Voilà, et tant qu'on se sent respirer, on est jeune. Donc, c'est vrai que si on portait le poids d'une très grosse subvention, peut-être que... on se serait institutionnalisé. Oui.
On est devenu, je crois, un peu incontournable chez les gens qui ont envie de s'amuser et qui ont envie de prendre des risques avec nous et de pas toujours savoir ce qu'ils viennent voir, puisqu'on fait essentiellement la création. Donc nous, notre public prend des risques comme nous, en fait. Voici les visages qui ont fait l'histoire du théâtre de la Toison d'Or. Ces auteurs, ces comédiens ont donné sa touche populaire à cette scène bruxelloise. Pour beaucoup d'artistes, le théâtre de la Toison d'Or est une sorte de monument qu'il faut à tout prix préserver. Ce qui était novateur, c'est qu'il y a 20 ans, ils ont lancé un théâtre basé sur le rire, à une époque où le rire était déjà là, mais n'avait pas l'aura d'aujourd'hui. Il fallait lutter contre l'idée que le théâtre, c'est d'office un truc sérieux. Les gens ont tendance à parfois estimer que c'est une sous-catégorie et quand on rit 3 fois sur un Tchekhov, alors ça va, alors que Tchekhov c'est très drôle, mais quand on crée une pièce de Sébastien Ministru, on la crée où ? Eh ben au TTO. Je pense que par le rire, la réflexion est totale. Quand les gens rient, c'est qu'ils ont compris. Alors si on les fait rire sur n'importe quel sujet, si on aborde n'importe quel sujet, même les plus dramatiques, par le rire, on appose toujours un point de vue intellectuel sur la chose. L'importance de l'humour dans mon travail, c'est un peu la même chose que dans la vie en fait. Je pense que ça m'aide à comprendre, ça m'aide à être en intelligence avec les spectateurs. Je pense que c'est super, pour ça c'est magique. Je crois que sans humour c'est très difficile. Pour moi l'humour est aussi un outil qui peut désamorcer des conflits parfois très compliqués en affaires ou dans le privé. L'humour est un merveilleux outil que je conseille à tout le monde. Pour être un petit peu heureux la journée, il faut avoir des petites secondes de joie comme ça. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on est en connivence. On se rencontre sur un terrain où on est tout d'un coup dans une forme d'intimité, d'intelligence, j'ai envie de dire. Tu sais, au sens être en intelligence avec. Choses qu'une grande fille, qu'une femme, qu'une femme doit savoir coucher. Qu'est-ce qui fait qu'on a existé ? C'est Bravo Martine. Oui. Si on n'avait pas eu Bravo Martine la première année, on fermait. Les gens faisaient la file jusque la chaussée d'Ixelles. C'est assez étonnant, disons que j'avais déjà écrit des sketchs à la radio, mais là, de voir vraiment vivre des personnages sur scène, tout à fait comme j'espérais, mieux que ce que j'espérais même, ça a vraiment été une expérience. Et on ne s'est jamais posé la question de savoir si on allait faire un spectacle avec des thématiques homo ou avec des thématiques ceci. Non, c'était vraiment ce que j'écrivais, ce que Nat avait envie de lire et on ne se posait même pas de questions. Le moment charnière pour moi et qui a été incroyable, c'était Fever et Cendrillon, où je réalisais des vieux rêves enfuis qui étaient de réaliser des spectacles spectaculaires. On mettait en scène avec, je pense, une fois de plus me concernant, une espèce de candeur, presque de naïveté et d'inconscience à foncer, quoi. J'aime faire des maths. Je suis très fort en maths. Je rêve de faire des maths. J'ai très envie de faire Polytechnique. Mais ma seule crainte est qu'il n'y ait pas assez de maths. Pouvez-vous me rassurer à ce sujet ? Au TTO, on peut tout se permettre. Enfin, en tout cas, moi, je me suis pas du tout senti des barrières, des obligations. Et je savais qu'au niveau des questions de genre et des questions aussi de sexualité, c'était un théâtre où la parole était libre et où le public était prêt à entendre des choses qui leur auraient peut-être fait rougir dans d'autres salles. Il n'est pas là? Oh si, en bas. Enfin voyons, il pourrait remonter. Impossible, il vient de descendre.
quel est l'avenir du théâtre? Ça, c'est des questions qu'on se pose beaucoup, Sylvie, Nathalie et moi, parce qu'il y a l'émergence d'une scène de stand-up qui n'est pas du théâtre. Le stand-up, ce n'est pas du théâtre, simplement parce que le 4e mur n'existe plus. On parle aux gens. Si on veut s'ouvrir et rajeunir le public, une des choses, ça va être de s'ouvrir au stand-up, et jusqu'à quel point, puisque c'est pas exactement du théâtre. Voilà. Et ça, c'est vraiment la grande question. Je me souviens, on disait tout le temps, au TTO, c'est très jeune, ils sont jeunes et tout, c'est un peu branché et tout. Bon ben voilà, ces gens-là ont continué comme nous, quoi. Donc c'est à nous d'être vigilantes et de vraiment laisser la place vraiment à des plus jeunes. En même temps, ça correspond à un rêve sûrement qu'on avait en nous et on a réussi. Donc rien que ça, c'est la réalisation d'un rêve.